Ma tante se tenait dans ma boulangerie à moitié rénovée, sous une échelle encore couverte de peinture, et m'annonça que toute la famille boycotterait ma grande réouverture pour m'apprendre l'humilité. Elle le disait comme si elle me tendait un cadeau. Je posai le rouleau que je tenais et fis un simple « d'accord ». Puis je la regardai sortir, passer devant les nouvelles vitrines, et je retournai peindre les boiseries tandis que la lumière déclinait. Pendant 29 ans, j'avais été la nièce qui s'adaptait, qui cédait en premier, qui se faisait aimer. C'était la première fois que je ne l'étais pas. Mais ce que mon mari a fait devant 140 invités, les guirlandes lumineuses allumées et le four encore chaud, c'est ce que ma tante ne me pardonnera jamais. Je m'appelle Marin Boyd. J'ai 36 ans. Je restaure de vieux bâtiments pour en faire des cuisines fonctionnelles. Et depuis 1 an, je reconstruisais la boulangerie fermée de ma grand-mère, rue de l'Encensie. Celle que ma tante Ruth avait héritée et laissée à l'abandon après le décès de grand-mère. C'est moi qui avais supplié Ruth de me laisser la rouvrir. C'est moi qui ai dépensé toutes mes économies pour rénover les fours et les comptoirs sur lesquels ma grand-mère s'appuyait. Ruth m'a élevée après le décès de ma mère, quand j'avais 11 ans. Et je l'aimais d'un amour simple. Un enfant aime celui qui le nourrit. Il m'a fallu 25 ans pour comprendre que, dans cette maison, l'amour semblait toujours aller dans un seul sens. Ma cousine Belle est la fille de Ruth, de 3 ans ma cadette. Dans notre famille, il y a toujours eu 2 poids, 2 mesures. Quand Belle voulait quelque chose, la famille trouvait l'argent. Quand je voulais quelque chose, on me félicitait de ne pas en avoir besoin. Belle a eu une voiture à 17 ans parce qu'elle avait besoin d'un moyen de transport fiable. J'ai financé mes études à l'université et on m'a dit que j'étais mature pour ça. Je n'ai compris le piège de ces compliments que bien après mes 30 ans. Quand on est celui qui ne demande jamais rien, ne rien demander devient la norme. Et personne ne se demande si ce travail ne vous tue pas à la tâche. J'ai rencontré Théo l'année où j'ai commencé à dessiner les plans de rénovation de la boulangerie sur la table de ma cuisine. C'est un entrepreneur, du genre à vérifier minutieusement une poutre avant de s'y fier. Il m'a fait sa demande alors que de la poussière de plâtre était encore collée à son jean. Pas de grand discours, juste une question et une patience à toute épreuve. Quand j'ai dit oui, il n'a pas crié de joie. Il a expiré, comme s'il avait retenu son souffle. Nous n'avions pas prévu de mariage cette année-là. Nous avions prévu quelque chose de plus important pour nous deux, la réouverture de la boulangerie Boyd le premier samedi d'octobre, le même week-end que l'anniversaire de ma grand-mère. Je voulais cette date. Je voulais que les fours se rallument le jour de sa naissance. Je me disais que c'était un sentimentalisme. C'était en fait la première chose que je m'autorisais à exprimer à voix haute depuis 10 ans. 6 semaines avant la réouverture, Belle annonçait le lancement de sa propre ligne de bougies et de produits de bien-être, son premier événement éphémère dans un espace loué en centre-ville. Ce même samedi. Mon samedi, disait-elle, une coïncidence, un événement préparé avec soin. Ce n'est qu'une réouverture de boulangerie, disait-elle. Le mien, c'est un vrai lancement. Les gens ont acheté des billets. Assise à ma table de cuisine, je lui ai demandé d'un ton égal si elle avait consulté un calendrier avant de réserver la salle. Il y a eu un silence. Je savais que c'était à cette période-là, a-t-elle dit. Et voilà. Elle n'avait pas oublié ma date. Elle l'avait incluse dans le prix, et avait décidé que c'était le moindre mal, puisque c'était toujours moi qui en supportais les frais. J'ai fait comme d'habitude, j'ai été raisonnable. Je lui ai trouvé 3 week-ends disponibles dans la même salle. Je lui ai proposé de l'aider à promouvoir une date ultérieure. J'ai même proposé de déplacer ma propre soirée de lancement, le cocktail après l'ouverture, pas l'inauguration officielle, pour que personne n'ait à choisir. Elle a refusé toutes les propositions. Une autre date n'aurait pas la même ambiance. C'est là que j'ai compris que ce n'était pas un simple problème d'organisation. Les problèmes d'organisation ont des solutions, et je venais de lui en fournir 5. C'était un test de loyauté, et la seule façon de réussir était de disparaître un peu, une dernière fois, pour que la famille se sente à l'aise. Ruth a appelé ce mardi-là, et sa voix avait cette douce gravité que j'avais appris à redouter. « Tu as toujours été la plus stable, dit-elle. C'est pour ça que c'est dur à voir. »
Elle m'a tout expliqué comme si elle me parlait de la gravité. Belle était fragile, contrairement à moi. La boulangerie serait toujours là. Après tout, elle était restée vide pendant 6 ans avant que je ne m'en occupe. La famille, c'était pour toujours. Une fête, c'était pour un jour. Tout ce qu'elle demandait, disait-elle, c'était un peu d'humilité. Ce qui avait soudé cette famille. J'ai agrippé le bord de mon comptoir, celui que j'avais moi-même poncé jusqu'au bois, et j'ai dit quelque chose que je ne lui avais jamais dit. Je ne crois pas que ce soit de l'humilité dont tu parles, Ruth. Je crois que c'est juste moi qui me tais et que tu appelles ça une vertu. Un silence au téléphone, le genre de silence qu'elle utilisait pour te faire prendre conscience de l'ampleur de ton erreur. Réfléchis-y, dit-elle. Tu verras les choses différemment. Je ne les ai pas vues. Et voici ce qui a fini par faire craquer quelque chose, Belle qui se défoulait au téléphone. Laissez échapper que Ruth a viré ses 28 000 $ du fonds fiduciaire laissé par notre grand-mère. Le fonds qui était censé être partagé équitablement entre nous, le testament prévoyait de couvrir les dépôts, le stock et les frais d'attaché de presse de la boutique éphémère. 28 000 $ pour des bougies et un photographe engagé ont été discrètement virés d'un compte à mon nom également. La même femme qui m'avait conseillé de ne pas faire de ma réouverture un tel événement avait émis un chèque de ce montant pour le lancement de l'activité de ma cousine, avec de l'argent qui, légalement, m'appartenait pour moitié. Je tiens à être prudente, car je sais que cela peut donner l'impression que je tenais les comptes. Ce n'était absolument pas le cas. C'était là toute la tragédie. Les calculs ne sont corrects que si l'un des deux refuse de lire les comptes, et je venais de les lire pour la première fois de ma vie. J'ai appelé l'avocate de notre famille, une certaine Denise, qui avait géré la succession de ma grand-mère pendant 15 ans, et je lui ai demandé franchement si un cofiduciaire pouvait autoriser un retrait total sans en informer l'autre bénéficiaire. Elle est restée muette, comme seules les avocates savent le faire. Juridiquement, non. Elle était tenue de vous informer par écrit avant tout versement supérieur à 5 000 $. Avez-vous reçu un document écrit? Je ne l'avais pas fait. Denise m'a demandé de lui envoyer tout ce que j'avais, les relevés bancaires, l'acte de fiducie original, tous les messages de Ruth concernant l'argent. J'ai commencé à constituer un dossier ce soir-là, calmement, méthodiquement, comme Théo vérifie un joint avant de le porter à bout de bras. Je n'ai rien dit à Ruth. Je souriais au dîner du dimanche. Je répondais à ses appels. Je la laissais croire que la conversation sur mon humilité était toujours la seule à l'ordre du jour, car on devient négligent quand on pense avoir déjà gagné. L'ultimatum est arrivé 4 semaines plus tard. Il m'a été annoncé comme Ruth le faisait toujours pour annoncer les mauvaises nouvelles, avec douceur, en personne, autour d'un café qu'elle m'avait demandé de préparer. Si tu maintiens cette date, m'a-t-elle dit, aucun de nous ne sera là. Ni moi, ni Belle, ni tes oncles. On boycottera. Parfois, le seul moyen d'apprendre l'humilité à quelqu'un, c'est de le laisser seul. Elle y croyait, elle aussi. C'est ce qu'il faut comprendre chez les gens comme Ruth. Elle ne se croyait pas cruelle. Elle pensait corriger un enfant qui s'était égaré sur la route. Je n'ai pas supplié. Je l'ai raccompagnée jusqu'à la porte et j'ai dit, je comprends ta décision, et je maintiens la mienne. Ma voix n'a pas tremblé, et c'est ce qui m'a le plus surprise cette année-là. 10 jours avant la réouverture, l'argent a disparu. Ruth avait promis, à l'époque où tout allait bien, de financer la nouvelle chambre froide, un engagement pris 1 an plus tôt, quand j'étais encore la nièce sage. Maintenant, elle a appelé directement mon fournisseur et a retiré le financement sans me prévenir. Je l'ai découvert quand la livraison a été annulée. Ce soir-là, Théo ferma son ordinateur portable, regarda les chiffres avec moi et dit, on s'en occupera. Je prendrai sur le compte de la boutique. On fera le comptoir à glace l'année prochaine. Et c'est ce qu'on a fait. La boulangerie a rétréci, et d'une certaine manière, elle me ressemblait davantage. Il voulait du brillant partout. Je pouvais enfin faire simple et chaleureux. Comme ma grand-mère tenait l'endroit. 3 jours avant l'ouverture, j'ai envoyé à Ruth et Belle des invitations officielles. Du papier cartonné crème épais, l'ancienne police cursive de ma grand-mère, la date en doré. Pas pour les culpabiliser.
J'avais renoncé à les convaincre. Je les ai envoyés parce que j'avais décidé quel genre de personne je voulais être. Indépendamment de ma famille. Je n'ai pas eu de réponse. La veille de la réouverture, Ruth a appelé une dernière fois, chaleureuse, presque gentille. Je ne veux pas rater ça, a-t-elle dit. Alors, voilà ce qu'on va faire. Demain matin, tu appelles Belle. Tu t'excuses de compliquer les choses. Tu dis à tout le monde que tu l'aideras à financer son prochain événement avec ta part de l'héritage. Fais ça et je serai là moi-même. Voilà. Toute l'architecture de mon enfance en un seul coup de fil. Elle ne m'offrait pas ma famille. Elle m'offrait un bail repris dès que je me serais redressée. Je veux que tu saches que je donnerais presque n'importe quoi pour que tu sois là. Je lui ai dit, mais pas ça. Pas des excuses que je ne lui dois pas, ni la moitié de l'argent de ma grand-mère pour quelque chose que j'avais déjà essayé de réparer à 5 reprises. Silence. Alors tu as fait ton choix, dit-elle d'un ton glacial. J'ai fait le mien, ai-je acquiescé, et j'ai raccroché, laissant cette version de notre relation s'achever. Le matin de la réouverture s'est levé radieux sur de l'encens Street, exactement comme je l'avais imaginé pendant un an. Je me tenais derrière la nouvelle vitrine, vêtue du vieux tablier de ma grand-mère. Et à 11h, j'ai ouvert les portes moi-même. Personne pour me guider. Juste mon associé, Asa, de l'école de cuisine, qui m'a serré la main et a dit, allons nourrir quelques clients. 140 invités franchirent ces portes cet après-midi-là. Des voisins, d'anciens clients qui se souvenaient du pain de seigle de ma grand-mère, toute la bande bruyante de Théo de la boutique, et Denise, venue non seulement en invité, mais aussi avec un dossier. Vers 16h, en plein toast, la sonnette retentit et Ruth et Belle entrèrent. Pas pour fêter quoi que ce soit. Je le sus dès que je vis le visage de Ruth, la mâchoire serrée, les yeux faisant l'inventaire qu'elle faisait toujours en bout de table. Nous avions appris, par une cousine ou une photo en ligne, que la réouverture avait lieu malgré tout, que l'endroit était plein à craquer, chaleureux et agréable sans elle, et une femme comme Ruth ne pouvait pas laisser passer une leçon. Elle traversa la pièce en direction de moi, et Théo se leva. Théo n'est pas du genre à imposer sa présence. C'est plutôt celui qui redresse la table bancale sans qu'on le lui demande. Mais il prit une cuillère, tapota son verre une fois, et toute la pièce se tourna vers lui comme on se tourne vers un homme silencieux qui se tient debout. Il regarda Ruth, qui continuait d'avancer, et laissa le silence s'installer jusqu'à ce qu'elle s'arrête d'elle-même. La plupart d'entre vous savent que je ne parle pas beaucoup, dit-il. Alors je ne le dirai qu'une fois. Il remercia tout le monde d'être venu un samedi pour Marin. Puis il dit simplement, comme on vous annoncerait qu'une poutre est fissurée, que sa femme avait passé sa vie à entendre que l'amour avait un prix, et qu'il l'avait vu, l'année précédente, tenter de rembourser une dette qui n'avait jamais été légalement ni moralement la sienne. Alors ce soir, dit-il devant tous ceux qui étaient présents, je veux régler sa dette en totalité. Il ne désigna personne du doigt. Il regarda simplement Ruth, figée près de la vitrine à pâtisserie, et dit. Il y a une place pour vous à cette table du fond. Il y en a toujours eu une. Il suffisait de vous asseoir. Ruth fit ce qu'elle faisait toujours lorsqu'elle perdait le contrôle d'une situation. Elle reprit les choses en main. Se tournant vers les invités de sa voix chaleureuse, raisonnable et assurée, elle déclara que c'était une affaire de famille, que les familles se débrouillent. Il me suffisait de m'excuser auprès de Belle pour que le virement soit considéré comme un prêt remboursable par ma part et que l'on puisse en finir avec cette histoire. C'était magistral. En 3 phrases, elle transforma son propre vol en dette pour moi et offrit à la salle une conclusion nette et sans frais. Je sortis de derrière la vitrine. Ruth, dis-je doucement, car je n'étais plus en colère. J'en avais assez. Merci de m'avoir élevé. Je le pense vraiment. Son visage se détendit, certaine que c'était le début de ma reddition. Mais je ne m'excuse pas, et je ne parle pas des 28 000 $ du fonds fiduciaire de grand-mère. J'ai fait un signe de tête à Denise, qui s'est avancée et a tendu à Ruth une simple enveloppe scellée, une mise en demeure formelle pour manquement aux devoirs fiduciaires, rédigée cette semaine-là, exigeant un compte rendu complet de la distribution du fonds sous 30 jours. Pas de cri, juste du papier. Ruth a gardé les mains crispées sur l'enveloppe.
Elle m'a regardé comme si elle voyait une étrangère avec mon visage. Puis elle s'est retournée et est sortie, certaine de me donner une dernière leçon. Belle ne l'a pas suivie. Elle est restée là un instant, puis a traversé la salle, s'est assise à la table du fond et n'a rien dit, car rien ne pouvait effacer 28 000 $ dépensés en un après-midi. Mais elle est restée. Ruth et moi ne nous sommes plus parlé depuis, sauf par l'intermédiaire du bureau de Denise. L'examen du fonds fiduciaire est toujours en cours. Elle rembourse les fonds et les mensualités dans le cadre d'un accord. Aucune de nous deux n'a pris plaisir à signer. Belle appelle parfois, plus doucement qu'avant. Pas pour me faire déménager, juste pour discuter. La boulangerie de ma mère est bruyante la plupart des samedis maintenant, pleine de gens qui viennent de leur plein gré, pas par obligation comptable. Théo nous a construit une petite table en chêne dans l'arrière-boutique, assez grande pour ceux qui s'y asseyent. Pas de calcul, pas de distinction entre plus grand et plus petit, juste des chaises pour ceux qui sont là. Si quelqu'un vous a appris que l'amour se mérite en disparaissant, j'espère que vous y verrez un signe qu'il est temps d'arrêter de payer. Auriez-vous affronté cette personne ce jour-là ou attendu les papiers comme je l'ai fait ?